L'histoire commence alors que l'Abysse menace de détruire la ville natale de Noël. L'Abysse est une forêt qui se forme lorsque trop de mana remplit l'air, reliant le monde des humains au royaume des démons appelé le vide. Lorsque l'Abysse s'approfondit, des créatures plus puissantes apparaissent. Ce soir, l'Abysse a atteint une profondeur de 12, suffisante pour invoquer une créature mortelle connue sous le nom de Seigneur. Brandon, le grand-père de Noël, autrefois le plus puissant des sourciers et connu sous le nom légendaire de Overdette, se prépare au combat. Alors que la menace se profile, il saisit son arme et marmonne en lui-même, réalisant qu'il n'a jamais pensé qu'il la manierait à nouveau. Brandon ordonne à Noël de rester dans l'abri, affirmant que les secours arriveront bientôt. Cependant, Noël connaît trop bien son grand-père, l'aide n'arrivera pas. Brandon se prépare à combattre le Seigneur seul, et Noël comprend que son grand-père a l'intention de le vaincre lui-même. Avec une confiance légendaire, Brandon rappelle à Noël de ne pas douter de lui demandant s'il n'a pas oublié qui il est, Overdette, un nom redouté de tous. Il promet de protéger Noël au péril de sa vie, et Noël l'appelle en partant. Alors que Brandon se prépare pour le combat, il se rappelle avoir dit à Noël que les hommes ne peuvent laisser personne les mépriser, peu importe ce qu'ils affrontent. Noël se cache dans l'abri, terrifié, alors que son esprit s'emballe en pensant à son grand-père. Il reste caché, sentant l'effroi l'envahir au fur et à mesure que les moments s'égrènent. Finalement, Noël sort de l'abri et trouve Brandon gravement blessé. Brandon réfléchit à son destin, reconnaissant que même Overdette a ses limites. Il explique à Noël que c'est le chemin des sourciers, choisir une vie de combat, c'est vivre avec la mort toujours à proximité. Malgré son état, Brandon demande à Noël s'il veut toujours être un sourcier, même en connaissant les dangers qui l'accompagnent. Noël, retenant ses émotions, répond avec détermination. Il dit à son grand-père qu'il suivra le même chemin et deviendra un sourcier. Brandon, bien que fier, dit à Noël qu'il ne suffit pas d'être un sourcier, il faut devenir le plus fort, et il demande à Noël de promettre qu'il le surpassera. Noël jure qu'il deviendra le sourcier le plus fort. Brandon glousse de fierté et dit à Noël qu'il l'aime. À ce moment-là, Brandon meurt et Noël hurle d'agonie. 2 ans se sont écoulés depuis, et nous constatons que Noël a tenu sa promesse de devenir un sourcier. Son équipe est confrontée à des monstres, et Noël leur donne d'une main experte des ordres sur la meilleure façon de gagner le combat. Noël appartient à la classe de soutien la plus faible, celle des parleurs, mais il est fier de son travail. Après avoir vaincu les monstres, l'équipe de Noël commence à les découper. Noël explique que les vampires inférieurs ne peuvent pas utiliser la magie, mais que leur reine peut se reproduire rapidement, créant d'innombrables rejetons, chacun assez fort pour déchiqueter un bœuf. Alors qu'ils élaborent leur stratégie, un vampire attaque Noël, mais Tanya le sauve juste à temps. L'équipe envisage de s'attaquer directement à la reine pour stopper la reproduction, mais Noël le déconseille. Il explique que l'équipe de Rancé devrait d'abord se concentrer sur la reproduction pour avoir plus de chances de réussir. Les membres de l'équipe savent à quel point Noël est essentiel à leur réussite et reconnaissent qu'en tant que tampon du groupe, il a l'autorité nécessaire pour leur donner des ordres. Malgré leur rang, ils peuvent mener à bien cette mission de rang B grâce à la direction et aux compétences de Noël. Noël réfléchit ensuite en silence à son rôle. Le fait d'être un parleur signifie qu'il est spécialisé dans le soutien, et qu'il utilise ses mots d'ordre pour augmenter les capacités de combat de l'équipe. Cependant, sa propre force de combat est faible, et il doit se reposer entièrement sur ses camarades au combat. C'est pourquoi les parleurs sont souvent considérés comme la classe la plus faible. Soudain, la reine sort de nulle part et libère un gaz toxique. Le gaz se répand rapidement, provoquant le chaos. Lloyd et Walter reconnaissent immédiatement qu'ils doivent d'abord sauver Noël, car ils savent qu'ils sont impuissants sans ces bœufs, et Tanya les suit alors qu'ils se précipitent pour le sauver. Cependant, au milieu de la confusion, Tanya est frappée par le monstre. Sans les bonus de Noël, Lloyd et Walter luttent pour se défendre, sachant qu'ils ne peuvent pas gagner sans lui. L'équipe supplie Noël de leur donner des ordres, lui rappelant qu'il est censé être le parleur. La colère monte en Noël qui demande à tout le monde de ne pas le mépriser. Il sort son arme et se prépare à montrer à son équipe comment se bat un parleur. Noël utilise sa compétence de parleur, appelée tacticien, en donnant des ordres au groupe, ce qui augmente les capacités des membres de 25%. Noël dit à son équipe en état de mort cérébrale d'éviter une attaque, et il utilise sa voix de combat, qui augmente la vitesse de récupération de l'endurance et du mana de son équipe. Il demande à Tanya de placer une barrière sur les 2 guerriers et leur ordonne de détruire la bête. Cependant, les choses empirent lorsqu'il remarque d'autres monstres à proximité. Tanya commence à paniquer et Noël utilise sa compétence de soutien pur pour stabiliser son état mental. Noël règle un minuteur sur 74 secondes et déclare qu'il va s'occuper du menu fretin, afin que les autres puissent se concentrer sur le corps principal. Il continue à donner des instructions aux autres sur chacun de leurs mouvements et leur demande de préparer leur attaque la plus puissante. Noël assomme tout le menu fretin et prépare son pistolet magique, la seule arme anti-bête sur laquelle un parleur comme lui peut compter. Noël tire une balle de glace pour geler les démons, mais l'un d'eux s'échappe. Noël n'a plus qu'une balle et il lui reste 43 secondes sur son chronomètre.
Noël détermine que la bête l'atteindra dans 23 secondes, donc d'après ses calculs, il a juste assez de temps pour dire au gars d'attaquer le corps principal. Il transmet le message juste avant que la bête ne l'attaque, et ses coéquipiers en état de mort cérébrale déclenchent leur attaque. Tanya est stupéfaite d'avoir pu gagner, mais elle est horrifiée de constater que Noël a été touché. Ce n'est pas le cas, car Noël est arrivé au bon moment. Il a esquivé juste assez pour échapper à l'attaque, mais il a aussi pris en compte dans ses calculs le fait que les géniteurs perdraient leur capacité à se déplacer une fois la reine vaincue. La bataille se termine exactement comme Noël l'avait prévu, la mission étant achevée en 74 secondes. Ses coéquipiers, impressionnés mais plaisantant, le taquinent parce qu'il est trop confiant dans son timing risqué. Les pensées de Noël se tournent alors vers un souvenir de son grand-père. Enfant, il était contrarié d'être un parleur et souhaitait devenir un guerrier comme son grand-père. Son grand-père l'a rassuré, lui promettant que son talent brillerait et qu'il aiderait Noël à devenir le plus fort des sourciers. De retour dans le présent, Noël réaffirme silencieusement son objectif de surpasser son grand-père, même en tant que parleur, le rôle que la plupart des gens considèrent comme le plus faible. Noël explique ensuite comment Étré, la capitale de l'Empire Velnan, prospère grâce à la magie et à la technologie issue de la recherche sur les bêtes. La ville dépend des sourciers pour la protéger des abysses, et ils sont admirés comme des héros. Plus tard, alors que l'équipe prend un repas, Noël raconte comment, à l'âge de 15 ans, il a commencé à chercher des compagnons à Étré, sachant qu'en tant que parleur, il ne pouvait pas se battre seul. Walter, fier de sa récompense de $5000, parle de ses progrès, tandis que Tanya et Lloyd parlent de viser plus haut. Noël, quant à lui, pense discrètement qu'un éclaireur pourrait leur être utile, mais pour l'instant, il se concentre sur l'acquisition d'expérience avec son équipe actuelle. La conversation change lorsque Walter demande à Noël s'il est contrarié par la récompense. Walter, ivre, se moque de Noël parce qu'il se soucie trop de l'argent, disant qu'un sourcier doit avoir un grand cœur. Les paroles de Walter sur l'argent rappellent à Noël ce que son grand-père lui a dit un jour. Son grand-père lui a expliqué que les sourciers doivent donner la priorité à l'argent pour acheter le meilleur équipement et les meilleures fournitures nécessaires à leur survie. Être qualifié de cupide ou de méchant est une marque de réussite, pas de honte. Son grand-père, connu sous le nom d'Overdette, a appris à Noël à ne jamais laisser les autres le mépriser, quelles que soient leurs opinions. De retour dans le présent, Noël insiste sur le fait qu'il n'est pas contrarié, mais Walter continue de le critiquer. L'échange s'intensifie et Noël se moque de l'autorité de Walter, qui s'appuie sur son âge. La capacité est tout ce qui compte pour un sourcier, et Noël se moque donc de Walter qui utilise son âge pour forcer les autres à être d'accord avec lui. Walter, furieux, accuse Noël de rester à l'abri au combat alors que d'autres prennent des risques. Walter lui rappelle qu'il met sa propre vie en danger pour défendre les autres, mais Noël continue de le narguer. Leur dispute s'intensifie lorsque Walter déclare qu'il mettra fin à la vie de Noël, qui accepte de relever le défi. Lloyd intervient pour mettre fin à la dispute et leur rappelle qu'ils sont tous des camarades. Il leur propose de partager leurs récompenses et de s'arrêter là, ce qui permet de calmer les tensions entre eux. Après avoir accompli la mission, l'équipe se retrouve avec seulement $2500 chacun après avoir payé le clan. Tanya est déçue de la récompense, estimant qu'elle est trop faible par rapport à l'effort fourni. Lloyd explique que la mission était difficile, mais que les missions de ce type sont rares et qu'ils gagneront plus d'argent en acceptant un autre travail. Cependant, Noël souligne que, contrairement aux clans officiels, ils ne reçoivent pas de missions directement du pays, ce qui limite leurs possibilités et leurs revenus. Il mentionne la rareté de ces missions pour les sékers indépendants comme eux, et combien il est plus difficile d'y parvenir sans faire partie d'un clan. Lloyd fait le point sur leurs économies totales, qui s'élèvent à un peu plus de $100 000. Sans hésiter, Noël propose d'utiliser cet argent pour fonder leur propre clan. Lloyd prévient Noël que pour créer un clan, il faut payer $200 000 au pays, soit bien plus que ce dont il dispose actuellement. Noël répond avec confiance, déclarant qu'il est prêt à couvrir les $80 000 restants avec ses propres économies. Sa détermination est évidente, il est convaincu que la création d'un clan leur permettra de s'affranchir des travaux de seconde main et de se développer véritablement. Malgré les mises en garde de Lloyd sur le coût élevé de la location d'une base d'opération dans la capitale, Noël ne se laisse pas décourager, expliquant qu'il a déjà une piste pour trouver un endroit bon marché. Lloyd exprime des doutes sur leur capacité à gérer un clan, soulignant qu'ils ne sont encore qu'une jeune équipe de rances et inexpérimentés. Il pense qu'ils ne sont pas prêts à assumer une telle responsabilité. Noël conteste cette idée et demande à Lloyd quand ils seront prêts. Il affirme que s'ils n'agissent pas maintenant, ils resteront à jamais des sourciers de rancés. Il insiste sur le fait que l'expérience viendra de la gestion d'un clan, pas de l'attente jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Lloyd continue d'exprimer son inquiétude, déclarant que sans la confiance du pays, ils ne recevront pas les emplois bien rémunérés dont ils ont besoin pour réussir. Noël réplique en expliquant que leur jeunesse, leur attrait et leur force sont des atouts que le pays apprécie. Le gouvernement veut plus de sékers, et un séker qui réussit est souvent considéré comme une idole et un héros. Ils pensent que leur apparence et leurs compétences les aideront à réussir,
et il évoque même le fait que la signature de contrats avec des entreprises pourrait leur apporter des parrainages et des revenus supplémentaires. Walter, encore choqué par la conversation, n'arrive pas à croire que le fait d'être beau puisse les aider à obtenir un meilleur traitement de la part du pays, mais Noël reste confiant. Il dit même à Walter que, malgré ses défauts, il a lui aussi le genre de physique qui pourrait servir l'image du clan. Walter, d'abord sceptique, finit par se laisser convaincre par les arguments de Noël. Fatigué de faire des travaux de seconde main, il est d'accord avec l'idée de former un clan, ajoutant que le statut, la célébrité et l'argent sont tous attrayants. Il fait même une blague grossière sur l'utilisation de son nouveau statut pour attirer les femmes, ce qui amène Tanya à le réprimander. Avec Walter à bord, Noël se tourne vers Lloyd, lui demandant son avis en tant que chef. La détermination de Noël choque tout le monde lorsqu'il révèle que s'il n'accepte pas de former un clan, il est prêt à quitter le groupe et à prendre sa part des économies. Il leur rappelle qu'il rêve de devenir le plus grand sourcier, surpassant même son grand-père, le légendaire Overdette. Lloyd est surpris par la conviction de Noël, mais il comprend que Noël n'est pas prêt à faire des compromis. Après avoir réfléchi, Lloyd accepte. Il explique qu'ils devront prendre cette décision tôt ou tard. Tanya, toujours incrédule, remet en question le choix de Lloyd, mais il la rassure en lui disant que cela a toujours été la voie vers laquelle il se dirigeait. Lloyd recommande de continuer à discuter des détails plus tard, après s'être reposé et avoir récupéré de la longue journée et de l'alcool. Le groupe accepte de se réunir à nouveau dans 2 jours pour finaliser leur plan. Alors que tout le monde part, Tanya arrête Noël, mais elle se contente de lui dire au revoir. Le lendemain, Walter annonce frénétiquement à Noël que Lloyd et Tanya les ont trahis, les laissant ébranlés et incertains quant à la suite des événements.